Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 29 juin. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres de cette édition. L'Estaca lance l'Innovation Summer Camp 2016, l'école d'été de l'Université Paris-Saclay consacrée à l'entrepreneuriat et à l'innovation technologique. 5 jours en immersion pour les étudiants afin de développer leur fibre entrepreneuriale. Pour nous en parler, nos invités ce soir, Ghislain Delaby, chargé de mission Programme Innovant, accompagné de 2 étudiants de l'Estaca. Les API animation au pied des immeubles ont débuté hier à Plaisir. En partenariat avec les associations de quartier, le conseil départemental et les services municipaux, ces animations mettent à l'honneur les valeurs du vivre ensemble et de l'intergénérationnel autour de rencontres et d'activités. Et enfin, J-1 avant la 100e édition de l'Open de golf de Saint-Quentin en Yvelines. Les joueurs sont arrivés aujourd'hui et ont pris connaissance du parcours. Nous avons recueilli leurs impressions avant le début de la compétition qui se déroule jusqu'à dimanche. Et pour commencer cette information, Stéphane Le Foll était au Palais des Congrès à Versailles toute la journée d'aujourd'hui. Le ministre de l'Agriculture participait à un séminaire du réseau rural 2014-2020. Thème du débat, accompagner les transitions des territoires ruraux. Un séminaire qui visait à échanger entre le gouvernement, les régions et les acteurs de l'agriculture et des territoires ruraux français sur différents enjeux comme les transports, la santé, la rurbanisation et l'énergie, des problématiques en pleine transition pour le monde agricole. Je vous propose d'écouter Stéphane Le Foll. On avait présenté ensemble un appel à projets et 16 grands projets ont été retenus. C'est quand même près de 23 millions d'euros qui sont investis dans ce réseau pour justement animer ce monde rural. Et ce que j'ai essayé de faire ce matin, c'est de revenir, parce que depuis le départ, j'ai soutenu ce réseau. Et là, c'est de refixer des grands objectifs. Et je vous le disais en titre, nous allons parler innovation à présent avec l'Estaca. Donc pour la première fois cette année, l'Estaca, l'école d'ingénieurs qui est située à Montigny-le-Bretonneux, accueille depuis lundi et jusqu'au 1er juillet la 3e édition de l'Innovation Summer Camp de l'Université Paris-Saclay sur son campus de Saint-Quentin en Yvelines. Alors pour nous en parler ce soir, 3 invités. Ghislain Delaby, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission Programme Innovant de l'Estaca. Noël Vignac et Intissa Rothman, vous êtes étudiants et vous participez justement à ce Summer Camp. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'un Summer Camp? Quand on n'est pas étudiant, on ne sait pas forcément ce que c'est. Le Summer Camp, c'est une expérience sur 5 jours très immersive. On permet en fait aux étudiants d'avoir un programme qui est très orienté vers la pratique. C'est une formation, mais clairement en faisant les choses. On leur propose en une semaine de réaliser un projet entrepreneurial en minuscule, en abrégé, mais une expérience qui est complète. D'accord, alors comment ça s'organise un petit peu? Et pour commencer, pourquoi vous avez eu envie de participer justement à cette expérience? D'abord parce que c'était éminemment pratique, c'est-à-dire qu'on a un parcours sur 5 jours qui est très bien découpé, très bien structuré et qui nous permet d'avoir une démarche innovante de manière simple et bien guidée. Donc ça donne envie d'essayer déjà, de savoir ce que c'est, d'être un peu challengé par quelque chose qui est intense mais bref, finalement, une semaine c'est pas très long. Et voilà, je crois que tout est dit. Et Intissa, alors vous, qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que c'était la première fois que vous aviez participé justement à ce Summer Camp? Alors oui, tout à fait, moi c'est la première fois. Je suis en pleine réorientation, j'intègre une école de commerce l'année prochaine et c'est vraiment dans ce but-là en fait, que j'ai voulu intégrer Innovation Summer Camp. Ça m'a permis de découvrir un petit peu l'entrepreneuriat et c'est vraiment pour ça que je l'ai fait, vraiment. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est un travail d'équipe, c'est un travail en individuel, les étudiants sont guidés? C'est un petit peu les deux. D'abord, c'est des étudiants qui ont des profils extrêmement divers, qui ont en commun cet attrait pour l'entrepreneuriat qu'est Intissa. D'une façon ou d'une autre, certains sont étudiants entrepreneurs, certains aspirent à le devenir. Et pendant une semaine, on les prend, on les encadre. Ils ont un travail en groupe, c'est des groupes de 5-6 étudiants, encadrés par un mentor qui est en fait un designer expérimenté ou un entrepreneur lui-même avec une forte expérience. Et en fait, on alterne justement des travaux qui sont en groupe, collectifs. On utilise des méthodes de créativité collective et en même temps, on cherche aussi à valoriser les contributions personnelles approfondies. Et comme on a 5 jours, on a le temps de faire ça malgré tout. De faire en sorte que dans un groupe, on alterne les temps individuels, les temps collectifs. On apprend à prendre des décisions ensemble et à gérer la divergence et la différence. Alors pour vous, en tant qu'étudiant, le but du jeu, c'est un peu de se prendre pour un entrepreneur, on peut dire ça? On peut dire ça, oui, en effet. Comment ça se passe justement? Est-ce que vous prenez des décisions auxquelles vous n'êtes pas spécialement habitué?
d'habitude dans vos études? Il y a beaucoup de choix à faire, en effet. La première étape, déjà, ça a été toute la première journée. On a dû analyser en détail quel était le problème qu'on nous présentait, quels étaient l'environnement des différentes parties prenantes. Alors justement, quel était le problème qu'on vous a présenté? Alors, nous, on travaille tous les deux sur le projet qui lie les malades d'Alzheimer et la société Taxi G7. En fait, Taxi G7 voudrait pouvoir proposer un service de rapatriement des malades d'Alzheimer qui sont perdus directement chez eux. Donc nous, ce qu'on a été chargé de faire, c'est de créer un système qui permettrait d'identifier les malades perdus, de contacter les taxis, de mettre ces deux personnes en lien pour pouvoir, après que le malade soit accompagné directement à domicile. Est-ce que vous avez peut-être des gens qui vous aident, aussi des formations un petit peu pendant justement ce stage, si on peut dire ça, de 5 jours? Oui, on a un mentor en fait, un mentor qui s'occupe justement de la cohésion du groupe, qui nous remet un petit peu dans la direction quand on s'en éloigne un peu. On a des objectifs en fait par jour, et donc voilà, le premier jour c'est comprendre. Alors il faut vraiment se poser les bonnes questions sur la problématique et ne pas aller chercher des solutions. C'est vraiment étape par étape, et chaque jour est un peu chronométré en fait, et guidé en fait par le modèle qu'on nous a exposé en fait. Combien d'étudiants participent en tout justement donc, à ce summer camp? Donc on a 50 étudiants cette année. Donc c'est un peu sous forme de compétition aussi, Il y a ce une qui est forme de vraiment comme le monde de compétition, l'entrepreneuriat. exactement. Au final. Il y a 8 équipes qui ont des sujets différents, qui eux-mêmes ne sont pas en compétition, mais par contre, effectivement, vendredi, on aura tout un après-midi consacré à des démonstrations avec un jury, avec plusieurs prix et plusieurs lauréats. Alors justement, qui gagne le meilleur projet? Le premier projet a pris une dotation financière de la part du Crédit Agricole, qui est l'un des principaux sponsors du projet. Et puis il peut aussi avoir un accompagnement entrepreneurial en termes d'incubation, voire de financement futur. Et plusieurs prix pourront avoir différents types de financement selon différents programmes. Alors il y a aussi un partenariat très important donc justement avec l'Université de Paris-Saclay. Comment ça s'articule? L'Université de Paris-Saclay a une vision aussi de long terme, je pense, sur l'entrepreneuriat à travers son réseau PEPS, donc qui est vraiment dédié à l'accompagnement des étudiants et de l'entrepreneuriat. Et donc qui finance cette 3e édition comme elle a financé les 2 premières éditions, et puis qui du coup fait le lien avec l'ensemble aussi des établissements de Paris-Saclay, que ce soit grande école, université. Et donc le lien il se fait non seulement par le financement, mais surtout par la diffusion, le recrutement des étudiants, la valorisation auprès des partenaires industriels. On a beaucoup de partenaires start-up ou industriels cette année, et c'est très important pour la richesse aussi de ce qu'on fait pendant cette semaine. Alors est-ce que le but du jeu pour vous étudiants, c'est peut-être de vous faire remarquer auprès justement des grandes entreprises, pour peut-être vous voulez vous lancer après dans l'entrepreneuriat, même pendant vos études? Alors personnellement, oui, je porte déjà un projet. Et disons que si je suis là, c'est aussi parce que j'ai envie d'expérimenter une méthode intéressante qui est très propice à mon projet, qui est de l'ordre du numérique. Et la méthode qu'on utilise est très efficace pour tout ce qui est application de méthodes expérimentales pour des applications et des applications web. Enfin bref, toujours est-il que moi ça m'intéresse et que je pense que tous les entrepreneurs ont intérêt à utiliser cette méthode-là. Pour vous, Intisar aussi, ça peut vous motiver à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Complètement, oui. C'est surtout apprendre une nouvelle méthode que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vraiment, si j'ai intégré Innovation Summer Camp, c'est vraiment pour apprendre, découvrir l'entrepreneuriat et être justement coaché par un mentor et avoir... c'est une expérience en fait qu'on pourra valoriser par la suite. Donc oui, pour moi, ça me semblait évident de le faire. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un sujet d'actualité, mais on pousse les étudiants à y aller. Mais est-ce que c'est vraiment compatible de faire ses études et commencer à se lancer dans le monde professionnel, dans le monde peut-être des startups, en même temps? Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel. Donc disons que je pense que les étudiants peuvent avoir le temps de le faire, mais ça serait au détriment d'un loisir, par exemple. On peut choisir de faire du sport, on peut choisir de faire l'entrepreneuriat. C'est un loisir à temps plein. Ça peut devenir un loisir qui devient lucratif, ça peut devenir un vrai métier en soi, mais je pense que c'est avant tout une occupation qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Est-ce que le STACA vous poussez justement les étudiants à se lancer, même pendant qu'ils sont dans votre établissement, à se lancer dans l'entrepreneuriat? Bien sûr, absolument. Et ce programme, c'est une des briques parmi un programme d'entrepreneuriat qui se développe, qui est en gestation, comme dans beaucoup d'autres écoles. Et c'est un moyen pour nous à la fois d'attirer des étudiants de l'extérieur. Noël et Intisar ne sont pas de l'ESTACA. On a aussi des étudiants de l'ESTACA qui participent. Et ça permet aussi de créer une dynamique parmi les étudiants, évidemment, au sein du corps enseignant aussi, qui contribue activement à ce programme et qui, du coup,
va pouvoir le répliquer aussi l'année prochaine dans différents types d'enseignements, avec différents modules pour d'autres étudiants de l'ESTACA. Est-ce qu'il y a des qualités peut-être qui sont liées justement au fait que voilà, ce soit des étudiants qui sont plus jeunes, ils ont peut-être moins peur des risques, ça fait peut-être plus prometteur au final pour leur projet? Moi, je dirais que le principal intérêt, c'est qu'on a une très grande diversité de profils, des profils à la fois en termes académiques, mais aussi en termes de manière de travailler. Et ça, c'est peut-être la plus grande richesse. Ce n'est pas forcément propre aux étudiants, mais c'est plus facile peut-être de le faire avec des étudiants. Alors justement, l'ESTACA, on arrive bientôt, enfin on est à la fin de l'année. Vous recrutez justement des nouveaux étudiants en ce moment, les concours sont passés, c'est le moment des oraux pour vous? Exactement, on est dans les oraux cette semaine. D'ailleurs, en même temps qu'on fait l'Innovation Summer Camp, on accueille les étudiants pour les oraux de concours, entrée à Bac plus 1, Bac plus 2 et directement après le bac. Alors, est-ce que vous savez un petit peu comment ça va se passer l'année prochaine? Est-ce que peut-être les étudiants qui vont arriver dès l'année prochaine à l'ESTACA vont se lancer, vont avoir aussi des projets comme cela pour aller vers l'entrepreneuriat? Bien sûr, dans le cursus ESTACA qui est en évolution permanente, cette dimension d'entrepreneuriat et notamment un programme comme l'Innovation Summer Camp, peut-être sous une forme différente pour être intégré dans le cursus justement des étudiants, c'est quelque chose qui va se poursuivre parmi d'autres initiatives du même type. Alors si justement il y a des étudiants qui souhaiteraient participer justement à ce Summer Camp, enfin, maintenant c'est trop tard, Ouais. mais pour des nouvelles éditions, ce sera possible également pour eux? Bien sûr, bien évidemment. Les étudiants même intéressés, je les invite même pourquoi pas à venir vendredi sur le campus de l'ESTACA qui est ouvert pour voir tous les projets. Il y a, sur notre site, on annonce un petit peu le programme, hein, mais il y aura en fait la démonstration des 8 projets. Donc ça permet aussi de rencontrer les étudiants qui ont travaillé sur ces projets, de rencontrer les mentors, de rencontrer différents intervenants. Et puis bien sûr, la prochaine édition sera ouverte comme cette année à tous les étudiants à partir d'un niveau L2, L3 principalement. Mais bon, rassurez-moi, comme il y a quand même des vacances pour les étudiants, là cet été, vous les laissez tranquilles? Il y a des vacances pour les mentors aussi, l'équipe d'organisation, mais les étudiants bien évidemment. D'accord, des initiatives peut-être pour la rentrée, des événements un petit peu à signaler pour le mois de septembre? Le mois de septembre, ça va être évidemment centré sur la rentrée en fait, de l'ESTACA. On va dire c'est la deuxième rentrée, mais c'est la première rentrée. On va dire on était entièrement installé sur le campus, puisque le campus est tout récemment installé. Donc je pense que c'est cet aspect-là qui va être le plus fort. Une rentrée où on est pleinement ancré dans le territoire. Eh bien, merci à vous trois d'être venus sur notre plateau. Donc, la 3e édition de l'Innovation Summer Camp de l'Université Paris-Saclay, c'est sur l'ESTACA. Les remises de prix, ce sera donc vendredi. En tout cas, on vous souhaite bonne chance à vous deux. Merci encore d'être venus. On passe à un tout autre sujet. À présent, nous prenons la direction de plaisir. Si les hirondelles font le printemps, les traditionnels API marquent le début de l'été dans la commune. Alors, en partenariat avec les associations de quartier, le conseil départemental et les services municipaux, ces animations au pied des immeubles sont source de rencontres autour d'activités ludiques, sportives ou encore éducatives. Retour sur la journée de lancement, c'était hier avec Fanny Bourdillon et Mélanie Poquet. Les API sont de retour à plaisir. Depuis 2001, les animations au pied des immeubles sont devenues une tradition dans la commune. Avec le retour du beau temps, cette édition remporte déjà un franc succès. Aujourd'hui, c'est le lancement de ces API 2016 qui pour nous, pour les maisons des familles, est un moment fort de l'année puisque nous rencontrons beaucoup de plaisirois et le but étant aussi que les gens se rencontrent et forment du lien entre eux. Un véritable temps fort à partager en famille et entre voisins. Cette année, la thématique s'est donc portée sur le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est au quotidien, toute l'année, tout d'abord au sein des maisons des familles et aussi au sein de la commune. Donc c'est une thématique qui a été choisie par l'ensemble des partenaires et qui a été choisie, je dirais, assez naturellement cette année. Structures gonflables, ateliers maquillage et coloriage ou encore jeux de société, ici les activités ne manquent pas pour occuper petits et grands. Ça fait plaisir aux enfants qui en profitent, ça se voit. Et puis pour les parents aussi de mettre un premier pas pour les grandes vacances qui vont pas tarder. J'ai joué au château gonflable avec mes copains. On a mangé. Après, on est parti faire une petite promenade en vélo. Après, moi, j'ai bien aimé, c'était bien. Moi, je trouve ça génial. C'est vrai qu'il faudrait que ça soit un peu plus souvent parce que pour les enfants, c'est vraiment une opportunité de rencontrer les uns et les autres, comme pour les mamans. Et ça les ouvre à d'autres jeux, d'autres univers. Les API, c'est toute la semaine de 16h30 à 19h. Un goûter de clôture est prévu pour ce vendredi à la Maison des Familles de la Mosaïque.
Et cela ne vous a sûrement pas échappé, les vacances d'été approchent, même si le temps n'est pas toujours au rendez-vous. Le 5 juillet signe la fin des cours pour les écoliers, mais c'est aussi le top départ pour les juilletistes. Alors comment laisser son domicile en toute sérénité lorsqu'on part en vacances? Camille Lambert nous a rejoint en plateau pour faire le point. Bonsoir Camille. Bonsoir Florane. Avez-vous déjà prévu vos vacances de cet été? Alors je pense que je vais partir, mais où encore, je ne sais pas. Vous faites donc partie des 55% de Français qui prévoient de partir en vacances et qui comptent quitter leur domicile en juillet ou en août. C'est le résultat d'un sondage réalisé par l'agence BVA publié la semaine dernière. Un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes en France et les vacances sont les moments les plus privilégiés par les voleurs. Le gouvernement a donc mis en place un dispositif, l'opération Tranquillité Vacances. Il existe depuis 1974 et permet aux habitants de demander à la police ou à la gendarmerie de surveiller quotidiennement leur terrain. On écoute le chef de la police de Maurepas expliquer comment s'organisent les patrouilles. Voir s'il n'y a pas de signes sur les boîtes aux lettres, des signes distinctifs, voir s'il n'y a pas des traces de portée sur les volets, sur les ports, faire le tour, voir si tout est fermé. Parce que bon, comme des fois il y a des gens qui sont autorisés à entrer, il peut aussi arriver que les gens laissent une fenêtre ouverte ou quoi que ce soit. Donc ce qui nous est arrivé plusieurs fois où des Velux étaient restés ouverts et là où on contacte les personnes et ces personnes agissent rapidement pour refermer les lieux. Alors les 9 agents de la commune sont mobilisés pour ces opérations. Le dispositif, lui, est gratuit, il est accessible à tous. Il suffit de se rendre directement au poste de police pour remplir un formulaire d'inscription. Il est également possible de le télécharger sur Internet, mais il faut absolument le déposer aux autorités au minimum 48 heures avant le départ. Dans les informations, il faut préciser si le domicile dispose d'une alarme ou non et surtout identifier les personnes autorisées à entrer. C'est cette personne que la police contactera s'il constate une anomalie. Alors une information qui permet aussi d'appréhender les individus suspects. L'opération Tranquillité Vacances est-elle vraiment 100% efficace? Alors en faisant cette demande, les vacanciers s'assurent de la surveillance de leur domicile. Ils sont prévenus en cas d'effraction. Ils sont en mesure d'agir rapidement avec l'aide de la personne restée sur place pour remplacer les serrures si besoin ou prendre contact avec les assurances. À Maurepas, l'opération a fait ses preuves. Donc c'est plus de 154 inscriptions en 2015 et on est déjà à 54 inscriptions déjà en 2016. Donc c'est une opération qui fonctionne bien. D'ailleurs l'année dernière on n'a eu aucun cambriolage recensé sur les maisons ou les habitations qui ont été surveillées. Donc voilà, c'est une opération qui fonctionne très bien. Alors, à l'origine, l'opération Tranquillité Vacances était limitée au mois de juillet et au mois d'août. Aujourd'hui, elle a été étendue à toute période, indépendamment des vacances scolaires. Mais pour les personnes, Camille, qui ne souhaitent pas bénéficier de ce dispositif, est-ce qu'elles bénéficient quand même d'une sécurité, d'une surveillance? Dans le cas de l'opération Tranquillité Vacances, toutes les informations sont transmises à la police municipale sur un smartphone. Dans leur ronde, les agents surveillent aussi les maisons voisines. Donc, pour Olivier Pruvot, le plus sûr, c'est quand même de s'inscrire à cette opération. Il donne toutefois quelques consignes pour partir serein. De bien verrouiller leurs portes et leurs volets, d'éviter de laisser trop de courrier à l'intérieur de la boîte aux lettres si quelqu'un peut ramasser régulièrement le courrier. Éviter de mettre sur les réseaux sociaux ses dates de départ, de vacances. Dans la même idée, il est déconseillé de publier vos photos de vacances sur les réseaux sociaux également. Attendez votre retour pour en faire profiter vos amis. Sachez qu'il existe également des programmateurs pour la lumière ou pour les télévisions afin de créer l'illusion d'une présence. Vous pouvez retrouver ces conseils sur le site internet du ministère de l'Intérieur et télécharger le formulaire d'inscription pour l'opération Tranquillité Vacances à remettre aux autorités. Merci Camille pour ces précieuses informations. Et on parle sport à présent. Si on ne connaît pas encore le vainqueur de l'Euro 2016, la grande gagnante des phases de poule pourrait être la Française des Jeux. Sur cette première partie de la compétition, les parieurs ont misé plus de 80 millions d'euros dans les 25 000 points de vente Parions Sport en France. Nicolas Dandry est allé à Saint-Quentin en Yvelines à la rencontre des parieurs et des buralistes. Regardez. Ce lundi 27 juin, les deux derniers huitièmes de finale de l'Euro opposaient l'Italie à l'Espagne et l'Angleterre à l'Islande. Deux rencontres qui ont attiré les parieurs. Je vais jouer l'Angleterre et puis l'Italie-Espagne, je vais faire un nul. Donc en fait, pour que mon pari passe, il faut que l'Angleterre gagne, qu'il y ait match nul ou victoire de l'Islande ou l'Angleterre ne gagne pas par plus de 2 buts d'écart. Ce qui vous rapporterait combien ?
Là, du coup, j'ai misé 100, ça me rapporterait 144 ou 148, je crois. Je risque de gagner 100 € à peu près. Sur une mise de 60 €. Le chiffre d'affaires de ce bureau de tabac a augmenté de 3% grâce à l'euro. Deux constats, beaucoup de vainqueurs pour le match Italie-Belgique. En revanche, de nombreux perdants pour les rencontres du Portugal. Ça dépend des matchs, je peux jouer jusqu'à 200 €. Oh, moi c'est 5 € le match, pas plus. Je suis pas flambeur. Vous misez combien en moyenne par match ? 50 €. Dans cet autre établissement, les paris sportifs n'ont pas eu le succès attendu. Les paris sont un peu moins nombreux, peut-être aussi par rapport à l'euro et à ces effets de surprise qu'il y a eu par pas mal d'équipes. Et l'une des surprises, c'est la qualification des Islandais aux dépens des Anglais. Quand vous voyez l'Islande hier qui était à 8, alors que l'équipe adverse était à 1,50, on peut se dire qu'il faut parier à 1,50. Sur la 1,50, vous mettez 100 €, vous allez toucher 150. Et bien la preuve que non. Des fois, il vaut mieux mettre 2 € sur l'Islande. Ça vous coûte que 2 €. Si vous gagnez 16. Place maintenant au quart de finale avec peut-être de nouvelles surprises de l'Islande ou du Pays de Galles. Ce mercredi 29 juin, leurs cotes s'élèvent respectivement à 7,50 et 5,25. Et J-1 avant la 100e édition de l'Open de France de golf. Les joueurs sont arrivés aujourd'hui au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors après les interviews et les séances photos, les sportifs ont pu tester le parcours dans l'après-midi. Cette année, les 60 000 spectateurs pourront observer les têtes d'affiches françaises comme Alexander Lévy, déjà vainqueur de 2 Open Tour à 25 ans, et de Victor Dubuisson, 72e joueur mondial et qui a participé à la Ryder Cup 2014. L'Open de France 2016 organisé jusqu'à ce dimanche a également attiré cette année Rory McIlroy, numéro 3 mondial. La star nord-irlandaise n'était plus revenue sur le parcours depuis 2010. Mikael Emidoro était bien évidemment sur place. Écoutez. C'est bon d'être de retour, de revenir dans ce tournoi à seulement 2 ans de la Ryder Cup qui se tiendra ici. Je pense que c'est une bonne chose de supporter l'European Tour. Très heureux d'être là pour cette 100e édition. C'est vrai que l'organisation, on sent que cette année, c'est vachement, pas amélioré, mais on sent qu'il y a beaucoup plus d'émulation pour cette semaine. Et nous ouvrons une page culture à présent. Le MUMO quittera demain soir la ville de Trappes. Alors le MUMO, c'est le musée mobile. Il fait le tour du monde depuis 5 ans à la rencontre des jeunes dans les villages et les quartiers de la France, mais aussi de l'Europe. L'objectif, intervenir à l'âge où les enfants apprennent à lire, écrire, compter pour qu'ils apprennent également à regarder, ressentir et imaginer. Le musée itinérant est gratuit. Il est aménagé dans un camion. Il est installé depuis une semaine sur la place des Merisiers. Porté par l'association des Amis du MUMO, il propose une quinzaine d'œuvres d'art contemporain créées par des artistes de renommée mondiale comme Paul McCarthy ou encore James Turrell. Écoutez ces précisions recueillies par Manon Labatte et William L. On va montrer aux enfants que voilà, l'œuvre d'art, c'est pas seulement un tableau, une sculpture, ça peut prendre la forme d'une vidéo, d'une photographie, d'une installation lumineuse. Ils vont être au contact direct des œuvres. Certaines d'entre elles, ils vont être immergées à l'intérieur. Et donc l'idée, c'est de créer le choc esthétique chez les enfants, de créer du questionnement et de créer une envie aussi d'aller plus loin et d'aller voir d'autres musées. Ce qui est très important de dire, c'est que les artistes revendiquent ça, ils n'ont pas cherché à simplifier leur œuvre parce qu'il s'agissait d'enfants. Il y a même l'artiste Pierre Huyghe qui a fait une vidéo pour le MUMO qui explique que justement pour lui, les enfants sont tout à fait à même, voire plus à même que les adultes de saisir la complexité d'une œuvre et qu'ils n'ont justement pas les a priori, les barrières qu'un adulte peut avoir avec l'art et notamment l'art contemporain. Et culture, toujours dimanche, se tenait à Rambouillet la première édition du Salon national du livre de Rambouillet. Près de 100 auteurs et personnalités se sont rassemblés à la Bergerie nationale. Les lecteurs ont pu rencontrer les auteurs autour de dédicaces, mais aussi lors de cafés littéraires. Retour sur cette première édition avec Mélanie Poquet sur des images de Camille Lambert. Ce week-end, les moutons mérinos côtoyaient des livres. Le premier salon national de Rambouillet rassemblait 70 auteurs autour de l'histoire. C'est le fil conducteur, hein. Histoire avec un grand H et histoire avec un petit H et au pluriel. L'histoire motive beaucoup. L'histoire et l'histoire au sens large. Hein. L'histoire un peu vue par des universitaires, c'est-à-dire pure et dure, mais également de l'histoire accessible au grand public. Hein. Et donc le roman historique également.
Rendre la culture, la littérature accessible à tous en faisant rencontrer lecteurs et auteurs, qu'ils soient historiens, romanciers ou passionnés, comme Philippe Torreton, invité d'honneur. C'est un moment de convivialité, comme ça, de partage avec les gens. C'est important. Je trouve que ça permet aussi d'avoir à l'occasion de tables rondes ou de petites conférences, ou de parler, de montrer que la littérature, c'est fait pour nous. Moi, l'objet de mon livre Thank You Shakespeare, c'est ça, c'est de dire que cet auteur a écrit pour nous tous, pas seulement pour une élite, pas seulement pour des gens de théâtre, ça s'adresse à tout le monde. Ce salon du livre était aussi l'occasion de découvrir les métiers du livre comme celui d'Éric Poilpot. Il est relieur à Montfort-l'Amaury. On est assez méconnus et moi je vois, j'étais installé à Rambouillet pendant pas mal d'années. J'ai rencontré ici des gens qui se demandaient si je n'avais pas disparu, par exemple. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis je vois beaucoup des jeunes sont intéressés par nos métiers parce qu'ils n'en ont jamais vu. Et souvent ils n'ont même pas idée que ça puisse exister. Près de 15 000 personnes ont fait le déplacement sur ce salon. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, restez avec nous pour votre magazine culturel sur 50 ans en Yvelines, kiosque présenté ce soir par Mélanie Poquet. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du journal. Très bonne soirée à vous.